l'homme pas nouveau, l'héritage, le sanctuaire de l'universel. Jusqu'à la consommation des siècles, la mémoire reconstituera des parentés et des allergies, des sédentarités et des errances, des mèmes et des ailleurs, des patries intimes, des façons particulières d'aimer et de haïr, de célébrer les aubes et les crépuscules, les printemps et les automnes. Alors le réactionnaire, comme disait Davila, a devant lui l'éternité, quand le progressiste gesticule dans l'éphémère d'une époque. Exilé à Louis-Tam d'un royaume dont la souveraineté relève de la poétique, ses points d'appui sont immémoriaux et pour ainsi dire anthropologiques. L'histoire au long cours, les ressacs des civilisations et les nuits de l'esprit. Alors le réactionnaire vit dans une ruine, mais cette ruine lui appartient. Et s'il ne dit pas non aux forces de mort, il ne dit pas non aux forces de vie. Il n'est pas un nostalgique rêvant d'un passé aboli, mais comme l'écrivait Cocteau, il est une statue qui marche, un voyant qui traque les ombres sacrées sur les collines éternelles. Adolescent, on me disait souvent que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors ce soir on va se demander si maintenant ce n'est pas ce qui manque quand on a tout appris. Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yvan Rioufol, dans votre livre, vous avez écrit un livre de l'urgence d'être réactionnaire. Et on peut se demander en le lisant, est-ce que vous êtes un réactionnaire de cette époque, ça veut dire vous regrettez une époque avant, ou est-ce que, comme un peu comme Philippe Muret, qui disait tout a toujours été irrespirable, vous ne seriez pas un éternel réactionnaire? Et est-ce que ça pourrait être un peu comme, il y avait un film de Woody Allen, c'est Les Minuit à Paris, où ils voyagent dans le temps et à chaque fois on leur dit mais c'était beaucoup mieux avant. D'abord, je suis un nostalgique, fondamentalement. Je peux dire et répéter que c'était beaucoup mieux avant. Mais là, je serais plutôt, je prétends pouvoir être en même temps un réactionnaire de progrès. C'est-à-dire que naturellement, je suis nostalgique du temps passé, mais j'ai bien compris que le temps passé ne se rattrapera plus. Et donc, il faut construire quelque chose d'autre en réaction à tout un effondrement que l'on vit. Et c'est un petit peu ça. Moi, je me reconnais dans la définition du mot réactionnaire dans le Larousse 1922, que j'ai hérité de mon père. Réactionnaire, celui qui participe à une réaction politique. Donc je participe à une réaction politique, et c'est une réaction politique qui s'amplifie depuis maintenant ces derniers temps, et même singulièrement de ces derniers mois. Le temps devient en effet réactionnaire. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, par exemple, comme Michel Maffezoli, disent que finalement on est dans un éternel retour, que la postmodernité serait le retour de l'archaïque, que toutes les manifestations qu'on voit aujourd'hui, par exemple le tribalisme, le retour des grands mythes, etc., tout ça n'est finalement qu'un retour de ce qui s'est passé avant. C'est la thèse de Maffezoli, de dire que nous vivons une révolution dans le sens étymologique de révolution, revolvere, qui revient en arrière. Et donc, en effet, on peut penser, et cette thèse est assez convaincante, que le monde, le retour aux tribus, le retour en effet aux enracinements, tout ça, ce sont des choses que l'on a connues auparavant, mais en même temps, et moi ça ne me fait pas peur, je défends effectivement les tribus et les enracinements, pourquoi pas, les identifications de proximité, mais en même temps, naturellement, ça deviendrait dérisoire que d'avoir à pleurer sur le passé, il faut inventer quelque chose. Donc, encore une fois, je revendique ce terme de réactionnaire de progrès qui me plaît bien, et il ne faut pas naturellement se laisser caricaturer, mais le mot maintenant est devenu presque commun de vouloir être réactionnaire. Je crois que les gens ont compris que ce n'était pas simplement être réactionnaire à la Joseph de Maistre, mais que l'on pouvait inventer quelque chose de nouveau qui sorte des prêt-à-penser, des conformismes, enfin de tout ce qui est exaspérant et qui se voit maintenant dans leur absurdité. Mais on pourrait se demander aussi, est-ce que le réac est de droite? Parce que finalement, vous, dans votre livre, vous défendez la laïcité, la République une et indivisible face au communautarisme, la méritocratie républicaine, les droits des femmes face à l'islam ou l'islamisme, la liberté face à l'ordre moral puritain. Tout ça n'est pas spécialement des valeurs de droite. Donc est-ce que le réactionnaire d'aujourd'hui, c'est pas le progressiste de demain ou d'hier? Écoutez, c'est possible. Des réactionnaires, il y en a beaucoup, effectivement. Moi, je suis de droite parce qu'on a bien voulu me cataloguer de droite, mais je suis d'abord fondamentalement libéral. Et alors, quand vous êtes libéral, vous êtes de droite. Mais je peux me reconnaître tout à fait, effectivement, dans des priorités sociales, dans des priorités sociétales. Et donc, je pourrais... D'ailleurs, je me retrouve beaucoup dans certains discours de gauche. Mais vous ne pourrez pas faire comprendre à quelqu'un que Rioufol est de gauche. Non, pour lui, ce sera insupportable. Non, Rioufol est d'extrême droite. Oui, mais de toute façon, les idées sont extrêmement moindres, parce que l'écologie, qui était plutôt à la naissance avec Ellul, même Rachel Pétain, le retour à la Terre, une idée de droite. L'écologiste, c'est plutôt l'enracinement, les patries charnelles, c'est plutôt une idée réactionnaire. Maintenant, il est défendu par la gauche. La colonisation, idée de gauche, a été défendue par la droite pendant la guerre d'Algérie. Donc est-ce que finalement le clivage droite-gauche aujourd'hui a encore un sens? Non, pour moi pas. Non, pour moi pas. Non, là c'est une banalité que de le dire. Tout le monde s'accorde
à reconnaître aujourd'hui que les partis, les clivages n'ont plus rien à voir. Je pense que nous vivons, et c'est vraiment le fil directeur en tout cas de mes chroniques, nous vivons une révolution du réel. C'est-à-dire que il y a depuis maintenant quelques années, et les prémices étaient visibles pour ceux qui voulaient bien les voir, un effondrement de toutes les idéologies, de tous les prêts-à-penser, c'est-à-dire le pédagogisme, l'antiracisme, le scientisme, enfin tout ce que vous voulez, tout ça tombe en miettes parce que nous vivons tous les jours maintenant et en accéléré un coup d'état des réalités, si je puis dire. C'est-à-dire que les mensonges ont été tellement énormes et pour revenir à Maffesoli, que nous vivons des sortes de petites apocalypses dans le sens où apocalypse est à prendre dans son étymologie de révélation, des petites révélations successives, alors naturellement qui peuvent donner une apocalypse, parce qu'on joue aussi avec le feu, avec le nucléaire ou avec ce pseudo-réchauffement climatique où on nous annonce l'apocalypse pour le lendemain. Mais je pense que là, nous vivons des petites séries apocalyptiques qui sont le résultat d'abus de confiance, dans le fond, et le résultat d'une faillite de tous les idéologues qui sont encore au pouvoir. Et c'est pour ça que mon entreprise journalistique est vraiment de nommer les traîtres. J'avais fait un livre qui s'appelle Les traîtres, c'est-à-dire de montrer ceux qui nous ont mis dans ce pétrin-là et qui sont tous, qui ont été tous forgés à cette même idée saugrenue que le mondialisme allait être la nouvelle révélation, que nous allions vivre heureux en vivant ensemble et avec une société ouverte. Est-ce que le finalement réactionnaire, c'est pas ce que disait Michel Strogoff, regarde de tous tes yeux, regarde, c'est pas quelqu'un qui va regarder le réel presque comme un candidat au revolver, regarder les choses telles qu'elles sont, alors que le progressiste va plaquer sur le réel des idées préconçues, des modèles, des rêves, des utopies, voilà. Moi, je me méfie beaucoup du progrès. Le progrès, étant réactionnaire, j'ai quand même une certaine réticence avec un progrès qui serait une sorte de théorie qui voudrait qu'il faudrait avancer, qu'il faudrait bouger, le fameux bougisme de Taguieff, pour bouger, pour mimer notre progressisme. Non, je pense que, encore une fois, il faut s'attacher à... ma démarche est de m'attacher à la vie des gens, c'est de voir comment les gens vivent, plutôt que de savoir comment les élites pensent, parce que les élites pensent très souvent et de plus en plus de travers. Alors, je sais bien que c'est un discours populiste que de dire ça, mais je me revendique également, parmi mes travers, d'être réactionnaire et populiste. Donc ça ne va pas arranger. Et comme Breton disait que la pornographie, c'est l'érotisme des autres, le populisme, c'est le peuple des autres. C'est le peuple qu'on n'a pas envie de voir. C'est exactement ça. Le populisme, c'est tous ceux qu'on ne veut pas entendre, et dans ces cas-là, en effet, on les dit xénophobes, racistes, etc. Mais ce qui est assez drôle, c'est que le réac ou l'antimoderne est aujourd'hui celui qui se sert le mieux des moyens les plus modernes. Là où les gens plutôt de gauche vont faire des petites revues, le réac fait des choses sur YouTube, sur Internet, c'est lui. Alors il y a 40 000 chaînes YouTube de droite qui prospèrent. Enfin, le réac sait très bien utiliser les nouvelles technologies. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que le réac devient à la mode. Surtout le réac, jusqu'à présent, se contentait de ne pas être à la mode. Il refusait même d'être dans l'air du temps. Aujourd'hui, effectivement, il faut faire peut-être attention à ce nouveau conformisme, cette nouvelle paresse intellectuelle, ce confort intellectuel qui apparaît et qui, en effet, autorise non seulement à être réac, mais à se le revendiquer. Et peut-être y aura-t-il là, effectivement, un nouveau conformisme à combattre. On n'en est pas encore là. Mais c'est ce que je vois, moi, apparaître. Donc, je défends le fait d'être un vieux réac. Oui, parce que moi, je me souviens, par exemple, il y a encore une dizaine d'années, en 2012, la seule librairie de droite était dans une petite ruelle sombre sous le manteau. Charlotte Dornelas, c'était sur Radio Courtoisie. Marine Le Pen avait 2 députés, même un, elle n'était pas vraiment. Donc, tout était... Il n'y avait pas de journalistes de droite à la télévision, il n'y avait pas CNews, il n'y avait pas Pascal Pro, il n'y avait pas tout ce monde... C'était presque un truc que les gens se disaient souvent, toi aussi, alors que maintenant c'est devenu presque une banalité, quelque chose de commun. C'est devenu une banalité, mais j'ai connu cette époque. Moi, je n'ai pas beaucoup changé, je n'ai pas beaucoup évolué en 40 ans de carrière. Maintenant, je suis un vieux journaliste, j'ai pris ma retraite du Figaro. Mais j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu une approche réaliste dans le fond, tout simplement réaliste, sans idéologie. Mais avoir une approche réaliste il y a 30 ans ou 40 ans, ça vous valait en effet d'être traité d'extrême droite. Et Dieu sait si j'ai porté cette étiquette alors que jamais de ma vie j'ai voté à l'extrême droite, jusqu'à présent. Enfin, bien sûr, maintenant l'extrême droite n'existe plus non plus, pas plus que l'extrême gauche. Donc, mais oui, ça a été une sorte de fardeau, parce que c'était tout de même très désagréable en effet de se laisser ainsi désigner. Et tout ça pour le prétexte de parler clair. Moi, j'ai appris à parler clair, j'ai appris à ouvrir les yeux et avec une certaine naïveté à voir ce que je vois. Comme disait Peggy, c'est parfois compliqué. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Donc, j'ai jamais changé d'avis ni d'opinion en fonction de ce que je pouvais voir,
des échos de la vie des gens. Encore une fois, moi j'ai commencé dans la presse régionale, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à Presse Océan à faire Les Chiens écrasés il y a en 70. Et vous rentriez dans les cuisines, dans les salles à manger, vous voyez quelle était la vie des gens ordinaires, quoi. Et je me suis formé dans cette école de journalisme de terrain qui encore aujourd'hui m'habite. C'est-à-dire que quand j'écris, je pense d'abord à ceux-là. Je ne pense pas du tout à ceux de mes confrères qui se lisent, qui s'autocongratulent, qui se regardent le nombril. Je pense aux gens ordinaires. Mais alors, pourquoi réactionnaire et pas conservateur? Je suis un réactionnaire et un conservateur, mais le réactionnaire est peut-être plus impatient que le conservateur. Le conservateur... dans le concret, dans le possible. Le conservateur est assez nostalgique, je suis nostalgique, mais j'ai l'impression que le réactionnaire est plus tempétueux. Enfin, en tout cas, il a plus de nerfs, il a davantage de nerfs, il peut perdre ses nerfs également d'ailleurs. Mais le conservateur me plaît aussi. Je veux bien, je me considère comme étant conservateur, libéral plus souvent que réactionnaire. Mais comme vous me parlez de réactionnaire, j'accepte le titre que notre ami Roland Jacquard qui me l'avait soufflé d'ailleurs. Ah oui, Roland Jacquard, assez amusante chose, c'est qu'il fait partie comme Finkielkraut, comme Bruckner, de tous ces gens qui étaient tout à fait de gauche dans les années 70 et qui, même, une figure de Saint-Germain-des-Prés, pas tellement évolué, sont devenus très à droite. Très à droite. Peut-être même que Roland était devenu plus à droite que moi. Oui, c'est ce que je pense. Je pense aussi. Il disait toujours qu'il passait du FLN au FN. Oui, c'est bien possible. Il a pu dire ça. Mais est-ce que oui, c'est vrai que le réactionnaire a peut-être un côté un peu plus idéaliste que le conservateur. Il pourrait dire comme Bernanos, les révolutions sont les vacances de la vie. Le réactionnaire a une volonté un peu de tout casser, quoi, de tout... le réactionnaire, je me méfie beaucoup des idéaux, parce que l'idéal fait beaucoup de dégâts, mais oui, le réactionnaire, en tout cas, c'est idéal que de voir le peuple se réveiller. Le réactionnaire, il essaie d'avancer, il est comme l'avion à réaction. La réaction fait avancer quand ça veut bien avancer. Et donc, le réactionnaire a envie de bouger les lignes. Et donc, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis très dérouté quand je vois l'apathie générale, parce que il y a cet effondrement que l'on vit, bien entendu, où l'on voit que tout s'écroule autour de nous. Et en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est de voir que l'opinion se zombifie. J'ai vu qu'il y avait un livre qui sortait qui dénonçait la zombification du peuple russe face à Poutine, mais on pourrait faire le même livre sur la zombification des Français, parce que et même d'ailleurs des Européens. C'est-à-dire que je ne vois pas nulle part, pour l'instant, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'obsède, je ne vois pas dans cette réactivité qui porte pourtant au rejet des élites, au rejet du système, etc. Tout ça est documenté dans les sondages, mais en même temps, on voit que l'opinion est étale, est un peu apathique, somnolente, résignée. Et c'est ça, alors pour un réactionnaire, de voir ça, on se dit, est-ce que vraiment le peuple va suivre ou est-ce que le peuple est déjà endormi et prêt à disparaître? Et c'est ma crainte, c'est celle-ci. Je pense que tous les fondamentaux d'un réveil sont là, par la force des choses, la force des évidences. Mais j'observe qu'en dépit des Gilets jaunes que j'avais suivis et qui m'avaient beaucoup intéressé, enfin le début des Gilets jaunes, celui des ronds-points, j'observe une sorte d'indifférence, d'endormissement. Et alors, on va entrer un peu dans le détail, on va parler d'immigration et d'identité. Et vous dites que la France est aujourd'hui un peu dans la même situation que Constantinople avant sa chute. Vous décrivez comment cette cité avait accepté 4 mosquées, comment elle disait qu'elle était une cité ouverte aux tout venants, comment elle faisait venir des colonies turques, et un déni des dangers, des fausses querelles, un pacifisme, une indifférence de la prévention, de la culture. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France actuellement. Ça ressemble. Pour écrire ce passage, j'avais relu effectivement les historiens qui décrivaient la chute de Constantinople. Constantinople est tombé en quelques jours. Vous savez, le cliché de dire qu'on y discutait du sexe des anges pour ne pas voir quel était le danger immédiat, qui était le danger de l'islamisme qui venait. Et le sexe des anges, c'est pas le mariage gay aujourd'hui? Oui, justement, on peut discuter du genre, du genre tout simplement. Donc on a les mêmes discussions sur le genre, etc. On se focalise sur les bêtises de Madame Rousseau et on ne voit pas quels sont les problèmes fondamentaux qui sont posés aujourd'hui par cet islam conquérant qui nous assiège, qui est déjà, comme à Constantinople, qui s'est déjà introduit à travers plus que des mosquées d'ailleurs, parce que là, à Constantinople, je ne sais plus, il y en avait 4 ou 5 qui avaient déjà été acceptés par ouverture d'esprit, et comme nous aussi, par générosité et ouverture d'esprit. Et on a bien vu que
À partir du moment où le ver est dans le fruit, Constantinople est tombé en 3 jours, avec une violence extrême. J'espère bien que ça ne passera pas comme ça pour nous, et avec un abandon de l'Occident. Donc il y avait également, en plus, à ce moment-là, la guerre de 100 ans qui faisait que ça détournait des yeux de ces problèmes de nos chrétiens d'Orient. Enfin, oui. Et donc, oui, c'est un peu le même. Il y a un parallèle qui pourrait être accroché. Moi, je ne suis pas historien, je m'étais simplement. Je m'étais attaché à voir ce parallèle très superficiellement à travers les livres que j'avais pu lire, mais le parallèle peut se soutenir, en effet, de voir un aveuglement collectif et face à un conquérant. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, par exemple, on aime bien Lévi-Strauss, on veut que le village pygmée reste pygmée, que les peuples qui ont une culture la préservent, d'ailleurs on fait des documentaires dessus, et de la même manière, quand il y a le printemps arabe, on dit c'est formidable, ils retrouvent leur identité, ils retrouvent leur indépendance, et on a l'impression que tout le monde doit retrouver son identité, sauf nous. Alors est-ce que l'identité, c'est un peu la culture des autres? Bah oui, bien sûr, oui, c'est la grande détestation. Il y a eu, nous sommes victimes d'une subversion idéologique très pernicieuse qui là, a posé ses poisons, mais depuis maintenant 30, 40 ans, 50 ans. Appelons cette perversion-là celle des droits de l'homme, du droit de l'homisme, cette nouvelle religion, qui notamment a été instrumentalisée par l'idéologie antiraciste, non pas l'antiracisme, l'antiracisme, on est tous antiracistes, j'espère, je ne sais pas bien. Mais on a bien vu. C'est compliqué d'être antiracistes, c'est intéressant parce qu'ils disent qu'en même temps que les races n'existent pas. Oui, justement, c'est que l'antiracisme aujourd'hui, vous savez, c'était la fameuse réflexion pardon, j'ai oublié l'auteur qui disait que SOS racisme ressemblait à SOS baleine, parce que SOS baleine c'est fait pour sauver les baleines, et SOS racisme c'est fait pour sauver le racisme. Et en effet, aujourd'hui, les antiracistes sont vraiment obsédés par la race. Mais moi, ma réflexion n'était pas celle-ci, c'était de dire que la culpabilisation a été telle de faire comprendre que ceux qui voulaient se réclamer de leur propre culture, de leur propre identité, étaient des xénophobes, des nazistes, des racistes et des salauds, qu'en effet, vous avez eu toute une partie de l'opinion très majoritaire qui n'a plus osé même se dire français. Et rappelez-vous, il y a encore 10 ans, ne serait-ce que de réclamer d'une préférence nationale, c'était le Rassemblement national, le Front national par exemple qui disait cela, vous valez d'être catalogué comme étant infréquentable. Je crois que c'est le maire de Strasbourg qui avait dit « Nous servions de la viande halal par respect pour la diversité, mais pas de poisson par respect pour la laïcité. » Oui, voilà. C'est des conneries comme ça, vous pouvez... vous avez compilé. Non, je ne les ai pas compilées, celle-ci, mais... J'ai trouvé chez vous, celle-là. Ah, ça oui, pas alors j'ai oublié, d'accord. Alors maintenant, je vais quand même être un peu en désaccord, ça fait une discussion trop... Alors, est-ce qu'on pourrait pas quand même se demander si le français zombifié, qui écoute du rap, qui va au Leclerc, qui mange des burgers, qui se plaint que son burger n'est pas... qui veut pas de burger halal et qui veut pas qu'on parle arabe, mais qui sait pas tellement plus parler français, en quoi ce français est-il plus représentatif de l'identité française qu'un immigré qui vient d'arriver? C'est tout l'enjeu, en effet, bien sûr. Quand on parle d'une substitution de population, on parle d'une substitution de culture, une substitution de religion, une substitution de civilisation. Et rien ne dit, en effet, et c'est bien mon angoisse, c'est là où ma nostalgie m'accable, c'est que l'on sent bien, si vous poursuivez les lignes, que ne serait-ce qu'en regardant les courbes de natalité, surtout des jeunes générations, les chiffres sont affolants, je ne les ai plus en tête, mais je crois que dans les naissances, maintenant, c'est 40% d'enfants d'origine immigrée qui naissent. Et donc, vous voyez bien que la vieille culture chrétienne, gréco-latine, etc., a du plomb dans l'aile, et qui sait si en 2050, en effet, la France ne sera pas majoritairement musulmane. C'est bien comme ça que se pose le problème. Et cette France majoritairement musulmane produira des Français majoritairement musulmans, qui auront toutes... Mais qui seront en même temps complètement mondialisés, complètement... c'est pas sûr, parce que je pense que toute cette culture musulmane a su se protéger. Au contraire, on devrait peut-être prendre exemple de la manière dont elle se protège et dont elle s'impose. Alors naturellement, c'est à travers des violences et des intimidations, mais au moins a-t-elle le mérite de faire reculer ceux qui n'ont pas ces convictions? Oui, on pourrait même se demander, une phrase qui dit « Je suis des miens car tu es des tiens », on pourrait même se demander finalement si il n'y aurait pas plus de dialogue possible avec des musulmans croyants, respectueux de leur culture, etc., qu'avec par exemple un woke mondialiste qui veut faire de la France un village global et un hôtel. Oui, en effet, on peut trouver des convergences dans le conservatisme. Les musulmans pratiquants sont vraiment aussi conservateurs, autant conservateurs qu'un conservateur catholique.
Mais à cette différence près, tout de même, qu'on n'a pas tout à fait le même Dieu et que Ouais. le Dieu musulman est beaucoup plus intimidant et moins sympathique de mon point de vue. Mais en même temps, si je dis ça, je vais encore me prendre des volets de bois vert, donc je ne vais pas aller plus au-delà. D'autant que je respecte tout à fait les croyances des musulmans, ce n'est pas du tout le problème. Mais je trouve que au-delà de la croyance, c'est leur idéologie, enfin l'idéologie de l'islam politique, de l'islam Mais est-ce que c'est pas institutionnel qui presque me une fait sorte peur. de néo-islam un peu réinventé? Parce que c'est, par exemple, je sais pas, mais autrefois en Iran, les femmes portaient pas le voile. Oui, oui. Mais Donc, moi, j'ai connu une époque ouais. dans les années 70 où quand nous allions au Maroc ou quand nous allions en Afghanistan faire la route des Indes, etc., l'islam était une sorte de bouddhisme. C'était une religion très pacifique avec des gens qui étaient très accueillants. Moi, je suis allé en Égypte, je suis allé au Maroc, je suis allé dans tous ces pays-là à cette époque-là. C'était les chemins de Katmandou, hein, quand vous Ouais. alliez en tout cas du côté de l'Égypte et quand vous descendiez plus loin après. Et donc cet islam-là, cet islam qui est devenu un islam arrogant, violent, est un islam qui naturellement existait sans doute Mm. dans les tréfonds, mais que ma génération n'a pas connu au départ. Oui, Ouais. Mais il y a quand absolument même en une effet. question. Est-ce que vous pensez que les musulmans ont vraiment une volonté de conquête, d'islamiser la France, ou qu'il y a une volonté, ou est-ce que vous pensez que les musulmans sont en quelque sorte des pions de la mondialisation, qui sont un instrument de plus pour faire de la France un melting pot international et un pays qui est un hôtel? Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on a l'impression quand même que les musulmans sont assez peu organisés, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de projet de colonisation? Ou est-ce que c'est plus Non, des... d'abord, tous les musulmans, ça ne veut rien dire, parce que vous Ah, avez plein de musulmans qui ne sont pas voilà, du bien tout sûr. dans la conquête, qui ne cherchent pas à prendre votre Mm. place Mm. particulièrement. Mais il y a encore une fois, au-delà de la religion musulmane, c'est une religion, mais c'est également une idéologie. Mm. C'est un code civil, un code Mm. pénal, un code de commerce, etc. Et c'est ce pouvoir qui s'installe, qui est inquiétant. Ce n'est pas tellement la Mm. religion en soi. La religion en soi, Mm. peut être compatible naturellement avec nos mœurs et nos Mm. coutumes. Mais c'est cette volonté qu'ont eu les frères musulmans au début du Mm. XXe siècle de faire renaître l'esprit de conquête qui était Mm. quand même celui du prophète. Mm. Vous savez que quand ils sont arrivés à Poitiers, c'était peu de temps après que Mahomet soit mort. Donc cet esprit de conquête était quand même prégnant chez les musulmans, qui se sont installés un peu partout sur le pourtour méditerranéen comme une traînée de poudre. Et donc, mais bon, c'est une fresque historique qu'il faudrait Mm. dresser de cette volonté qu'ont eu les frères musulmans en 1928 de relancer ce mouvement Mm. de conquête afin d'essayer de rétablir les califats, de Mm. rétablir la position hégémonique qu'a pu avoir l'islamisme et de le faire avec une sorte de djihad soft, c'est-à-dire des intrusions à travers des institutions européennes notamment, et des djihad durs à travers naturellement des actes de terrorisme. Donc, et sans faire, et de faire la distinction n'est pas toujours très, très facile. Donc, il y a eu une grande habileté, en tout cas, il y a une grande habileté des idéologues Mm. islamistes, je ne parle pas des musulmans, parce que les musulmans, encore une fois, Mm. sont un peu dépassés par Mm. cette histoire-là, mais une grande habileté des idéologues islamistes, et singulièrement des frères musulmans, à instrumentaliser nos propres valeurs, Mm. nos propres faiblesses, quand elles consistent au nom des droits de l'homme, Mm. à revendiquer la non-discrimination, le non-racisme, le respect de l'autre, etc. Enfin, tout ce qui permet à l'islam radical de s'intégrer, de s'immiscer Mm. dans nos plis, en se réclamant de nos règles de bienséance, Mm. et pour ensuite pouvoir nous exclure s'il faut les Mais exclure. ce qui est terrible, c'est qu'on a les musulmans qui ont une culture, etc., qui sont là, et on a l'impression qu'on n'a plus rien à leur offrir, on n'a plus rien à leur proposer comme contre-modèle. C'est-à-dire le contre-modèle qu'il y a, c'est une sorte de modèle complètement mondialisé, acculturé. Donc c'est une non-culture, un vide, qui est face à une culture qui est vivante, enracinée, charnelle. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, d'une certaine façon, plus qu'en luttant contre l'islam, retrouver notre identité Bien française sûr, pour bien sûr. pouvoir leur opposer un Mais bien contre-modèle? sûr, mais le combat du réactionnaire, c'est celui-ci, c'est d'essayer de remplir le vide dans lequel se sont Mm. engouffrés ou les musulmans ou d'autres. À partir du moment où vous avez créé un pays sans âme, un pays sans racines, un pays sans mémoire, ce qui est bien le cas aujourd'hui depuis 40 ans, en effet, et un pays sans religion, en effet, les musulmans ont toute légitimité à se dire, dans le fond, Ah. dans ce grand vide-là, Mm. pourquoi est-ce que l'on ne viendrait pas essayer de faire comprendre que nous avons au moins un modèle, une religion, des coutumes, des mœurs qui sont peut-être aussi valables que les autres. Et vous voyez bien la force d'imprégnation auprès de la jeune génération. Moi, je suis stupéfait de voir que chez les 15-25 ans, Mm. aujourd'hui, il y a eu un basculement
de civilisation, c'est-à-dire que les jeunes enfants maintenant, formés à l'éducation nationale, ont accepté le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire ce modèle qui est en effet de vouloir renoncer à notre assimilation, à notre manière de vouloir faire des Français en oubliant d'où ils venaient, pour laisser place en effet à des communautés, et des communautés très souvent quérulantes qui peuvent amener aussi dans des situations de conflit à alimenter des guerres. Mais il y a quand même une chose paradoxale, c'est que pourtant dans les votes, ceux qui votent Zemmour par exemple sont principalement les jeunes. Et d'ailleurs ce sont les vieux qui vont voter LR ou PS. Donc on pourrait D'ailleurs il y a une photo de Douaneau très connue, on voit une vieille dame lisant le Figaro et une jeune fille lisant le Monde. Aujourd'hui ce serait plutôt l'inverse. Donc est-ce que c'est assez étonnant, parce qu'on a l'impression qu'au contraire, la jeunesse est assez... engagée, mais je ne sais pas si elle l'est. Alors, elle est assez engagée. Disons que la jeunesse, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'elle soit très. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Il y a une partie de la jeunesse, mais je crois que c'est une jeunesse, c'est plutôt les 25-35 ans, d'après ce que je peux comprendre intuitivement, qui elle est très engagée, parce que j'ai des enfants qui ont ces âges-là, et je vois qu'eux sont très conscients du legs vicié qu'on leur a laissé. Et ils nous en veulent, et ils veulent rétablir, ils tentent de vouloir rétablir dans un processus de réaction tout ce qui a été perdu. Mais je vois que l'autre génération, mais ça mériterait d'être naturellement davantage étudié à travers des études plus sociologiques. Mais j'ai l'impression, malgré tout, que la jeune génération aujourd'hui est une génération qui a déjà abandonné le cursus, en tout cas, assimilationniste. Il y a aussi une autre chose, vous parlez dans le genre d'être réactionnaire, vous prenez des extraits du Coran, par exemple ça, les hommes sont supérieurs aux femmes, vous réprimandez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance, vous les battrez. Ou alors un autre, les juifs et les chrétiens ne sont jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que si on lit tous les textes religieux de façon... linéaire, etc., ou de façon au premier degré, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans toutes les religions des appels au meurtre, à la haine ou à la destruction de tout le monde? Bien sûr, mais toutes les autres religions ont décontextualisé. On a bien compris que les religions, en tout cas le Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, étaient des livres qui étaient écrits par des hommes. À la différence du Coran, le Coran est un livre incréé, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dicté ses volontés, et donc... Dans la culture musulmane, pas un mot ne peut être changé. Alors naturellement, c'est absolument ridicule, parce qu'on sait bien que ce n'est pas Dieu qui a dicté, mais les musulmans se refusent, en tout cas, sauf à part les musulmans éclairés, bien entendu, mais sont-ils aussi nombreux et aussi influents? Je n'en sais rien. En tout cas, la lecture littérale du Coran s'impose, alors qu'elle ne s'impose plus. La lecture littérale ne s'impose plus ni aux juifs ni aux chrétiens, parce qu'en effet, vous avez raison, vous pouvez trouver également des termes aussi violents dans l'Ancien Testament, enfin pas dans le Nouveau Testament. Et est-ce que c'est pas l'islam aujourd'hui a été principalement colonisé par le wahhabisme, quoi, qui est la partie la plus radicale de l'islam, la plus en même temps qui utilise très bien les modernités. Ils ont des tapis de prière avec des boussoles pour indiquer la Mecque. Est-ce que c'est pas le wahhabisme qui a complètement... Je crois que l'islam porte ces deux ambiguïtés. Il y avait la période mécoise, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste, mais la période mécoise qui était une période plus pacifique de la vie du prophète, et la période médinoise, qui est la dernière période, à moins que ce ne soit l'inverse, mais je crois que c'est bien ça, la période médinoise, qui est la période la plus vindicative et qui autorise précisément, et la jurisprudence voulant que les derniers textes soient ceux qui aient valeur prédominante, c'est cette vision d'un islam beaucoup plus agressif qui aujourd'hui, en tout cas, s'est imposée. Mais en effet, vous avez dans l'islam, et bien des théologiens vous le disent, vous avez les deux lectures. Vous avez une lecture pacifique, tout à fait honorable, et puis vous avez une lecture authentiquement agressive et qui permet notamment de battre sa femme. Et ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que vous voyez que les féministes qui, elles, voient le mâle blanc partout, et en voulant régler son compte à cette domination-là, n'osent pas s'en prendre à cette culture islamique authentiquement sexiste, ça, c'est génial, qui trouve sa source au cœur même d'un texte. Parce que le texte existe et on peut imaginer qu'il puisse être appliqué à la lettre par ceux des musulmans qui veulent un islam littéral. Et vous voyez bien d'ailleurs que la condition de la femme
en islam n'a rien de réjouissant. C'est une affaire. Oui, alors là, évidente. c'est très amusant, c'est le paradoxe des islamo-gauchistes, de tous les roquets, etc., qui en même temps veulent défendre les musulmans parce qu'ils sont pour l'immigration, etc., et en même temps sont tellement woke féministes, c'est pas exactement les valeurs des musulmans. Donc là, ils sont dans une sorte de qui se débrouillent avec ça. Total. C'est une contradiction flagrante. C'est même en cela que leur discours et leur combat est totalement insincère. Et d'ailleurs, on voit bien que quand Mme Sandrine Rousseau, j'étais à la manifestation en soutien aux femmes iraniennes, c'était dimanche, il y a 15 jours, Sandrine Rousseau a voulu prendre la parole pour défendre les femmes qui veulent enlever le voile en Iran. Elle s'est fait siffler abondamment par la foule parce que naturellement, Sandrine Rousseau, d'un autre côté, défend également la liberté des femmes en France à porter le voile sans voir que le voile aujourd'hui est un symbole politique d'asservissement. Il n'y a pas à vouloir défendre la liberté de porter le voile. Défendre la liberté de porter un voile, c'est défendre la liberté de porter un uniforme d'asservissement. Et donc, ces féministes-là sont dans une contradiction épouvantable et elles font comprendre qu'elles n'osent pas, si elles osent naturellement s'attaquer au mâle blanc occidental, elles n'osent pas s'attaquer aux machistes musulmans. On pourrait presque avoir une petite cohérence parce que finalement, dans le voile et dans l'idéologie de Mme Rousseau, complètement woke, féministe, etc., il y a une même haine du sexe, une haine de la séduction, une haine de la drague, une volonté que finalement, parce que Mme Rousseau, elle veut que les garçons parlent plus aux filles, elle veut que si on couche, on doit faire des contrats de sexe, elle veut dire que tous les hommes sont des violeurs, donc elle est complètement contre la virilité. Et finalement, les femmes voilées aussi, il y a ce côté, cette haine des hommes. Oui, mais il y a par une certaine haine des hommes. Il y a ça aussi chez elles. En effet, il y a une sorte de grande pudibonderie. Ouais. J'ai l'impression que l'univers de ces néo-féministes, ce serait une France qui serait un grand harem qui est gardé par des eunuques et que tout le reste des hommes qui seraient récalcitrants seraient priés de subir la castration obligatoire. Moi, je ne sais. Il y a effectivement de cet ordre-là d'un refus du sexe. En tout cas, il y a une obsession du sexe, c'est une affaire entendue, qui va, pour les néo-féministes, jusqu'à aujourd'hui aller au cœur même des intimités. C'est presque c'est du love story. Aujourd'hui. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que aujourd'hui, ces gens-là défendent le fait, j'en parlais avec un avocat qu'on a reçu, Marc Bonan, défendent le fait que les procès se fassent dans les journaux. Sauf que les journaux ne respectent pas la présomption d'innocence, les journaux ne respectent pas le débat contradictoire, les journaux jugent avant même que la personne soit expliquée. Donc aujourd'hui, en fait, c'est tellement facile de détruire quelqu'un en accusant le journal. C'est terrible, ça. C'est une lapidation. Ça s'appelle du totalitarisme. À partir du moment où vous ne respectez plus la vie privée, à partir du moment où vous ne respectez plus le contradictoire, à partir du moment où vous désignez vos propres juges, à partir du moment où vous excluez que la justice officielle ait à se prononcer, parce que les féministes réclament à ce qu'elles aient leur propre ordre judiciaire. Dans le fond, comme c'est une nouvelle religion, et c'est une nouvelle inquisition avec des exclusions, des excommunications qui sont présentées par des petits comités de salut public. Et moi, ces Robespierrettes-là me font peur et elles démontrent en effet quelle est la dérive aujourd'hui totalitaire de cette gauche qui n'a perdu tous ses repères, en tout cas de ce néo-féminisme soutenu par une partie de la gauche qui croit à s'amender en cautionnant cette chasse à l'homme-là. On voit bien que Julien Bayou, par exemple, commence à se réveiller un peu en disant qu'effectivement, ces féministes ont été trop loin en l'accusant lui-même d'être volage. Mais enfin, a priori, on ne va pas interdire. Je sais bien que les talibans et les autres veulent interdire le divorce ou le je ne sais quoi, mais on ne va pas interdire le divorce ou la tromperie ou l'homme cavalier. Oui, d'ailleurs, c'est une chose assez amusante, c'est que là, il y a eu, pas amusante, mais intéressante, il y a 4 jours, il y a eu presque une décision qui va faire jurisprudence, qu'a prise Dupond-Moretti, c'est-à-dire que pour Patrick Poivre d'Arvor, on revient sur la prescription. C'est une nouveauté totale, alors en invoquant un caractère de série, mais qui n'est même pas démontré, en plus c'est pas sur la même personne, mais c'est une faille juridique qui permet un premier pas, et la plupart, moi j'avais reçu Jean-Michel Apathy ou des journalistes de Goja, ils veulent revenir sur la prescription. Et les seuls régimes dans le monde qui sont revenus sur la prescription, c'est le régime nazi. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement d'avocats contre la prescription. C'est la réflexion de Mme Badinter qui a été très mal comprise et qui a dit que la prescription était naturellement nécessaire et qu'il n'y avait qu'un seul crime qui n'était pas prescriptible, c'était le crime contre l'humanité. Est-ce que le viol ou la violence faite aux femmes est un crime contre l'humanité ? La décence oblige à répondre que non. Ou alors les mots n'ont plus de sens. Est-ce que ce qu'ont vécu les Juifs n'a plus de signification ? Et donc, bien sûr qu'il faut des prescriptions. Alors peut-être est-ce que la prescription de 10 ans n'est-elle pas suffisante ? Moi, il y a un débat là-dedans. Je crois que c'est la prescription de 10 ans pour les viols, je crois.
ça peut être un peu plus, mais enfin, il y a un moment donné également où la mémoire doit jouer, où la dénonciation, qui est tout à fait légitime quand une femme s'est fait violer, bien entendu, où la dénonciation n'a plus de sens quand elle intervient 20 ans après, parce qu'on se dit que là, peut-être y a-t-il eu une sorte de réécriture ou de règlement de compte, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un moment, malgré tout, où le crime s'efface, même les pires crimes s'effacent. Donc ce débat-là de la prescription est un débat tout à fait honorable. Mais il doit être tranché. En tout cas, il ne peut pas se résoudre à vouloir invoquer la non-prescriptibilité. Et surtout, les médias ne tiennent plus du tout compte de la prescription. C'est-à-dire, toutes les 20 femmes qui ont témoigné contre PPDA, il n'y a pas dans les médias, ils n'ont pas dit c'est prescrit. Non, on fait le procès dans le média. Comme on ne peut pas le faire au tribunal parce que c'est prescrit, on va le faire dans les médias. Quoi. Mais alors, il y a une autre chose pour revenir sur l'islam. Vous dites, vous rappelez les... C'est un vieux livre, l'urgence des réactionnaires, vous ne l'avez pas précisé, mais c'est un livre que j'ai écrit il y a 10 ans, donc je ne savais pas que vous alliez m'interroger là-dessus. Je l'aurais relu avant, parce que... On va faire un peu généralement après. Mais ça, c'est intéressant, et c'est revenu dans plusieurs livres, sur le fait que les liens entre le nazisme et le grand moufti de Jérusalem ou Hitler. Et vous rappelez notamment cette phrase d'Al-Husseini, je ne sais plus. Al-Husseini, voilà, qui disait « Les principes de l'islam et ceux du nazisme présentent de remarquables ressemblances, en particulier dans l'affirmation de la valeur du combat et de la fraternité des armes, dans la prééminence du rôle de chef, dans l'idéal de l'ordre. Je suis heureux de voir dans cette division SS l'expression visible et la mise en pratique de deux visions du monde. » Là, c'est un fait historique. C'est le grand mufti de Jérusalem avait créé une division SS, la division Ajdar, je crois, sous l'égide d'Hitler. Effectivement, c'est deux... Et puis vous avez bien vu que beaucoup d'anciens nazis ont trouvé refuge ensuite en Syrie ou dans les pays musulmans, etc. Donc il y a eu effectivement une concordance d'objectifs. Je crois que l'héritier d'Hitler, un banquier... François Genoux est un de ceux qui a financé les mouvements pour le Palestinien. Parce qu'ils avaient cette même fascination pour la violence, pour la haine du juif, pour la haine de l'Occident, etc. Donc il y a eu cette corrélation, mais qui est une corrélation documentée. Effectivement, il y a eu une alliance entre le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, et Hitler, à travers notamment cette division SS. Mais est-ce qu'en disant ça, on ne fait pas un peu un réductoire Hitlerum que la bien-pensance à Nord, la bien-pensance, dès qu'il y a une idée, elle ramène tout toujours au nazisme. Alors, est-ce que c'est pas un peu faire reprendre un argument de la... Non, encore une fois, c'est un fait historique qu'on ne peut pas l'occulter. Ensuite, naturellement, on ne va pas le généraliser. On ne va pas dire que tous les musulmans sont des nazis. Naturellement, ce serait imbécile. Mais en même temps, je soutiens, moi, qu'il existe un islamo-fascisme ou un nazi-islamisme, dans la mesure où si vous appliquez à la lettre cette idéologie subversive et conquérante qui est celle des frères musulmans, vous vous rendez compte qu'elle est construite également sur la haine d'abord, la haine de l'autre, la haine de l'altérité, sur le culte de l'homme fort, de l'homme conquérant, sur la haine du juif, sur la haine de l'Occident, sur la haine de tout ce qui n'est pas musulman, et donc sur une sorte d'homme supérieur, et d'hommes nouveaux et d'hommes supérieurs. Et c'est un petit peu ceci qui constitue en tout cas l'idéologie islamiste, que je ne confonds pas encore une fois avec les musulmans qui sont naturellement bien sympathiques dans leur... Oui, d'ailleurs, on pourrait reprendre cette phrase de Stanislas de Clermont-Tonnerre qu'il avait dit en 1789 sur les Juifs. Exactement. Qui disait, il faut refuser tout aux musulmans comme communauté et accorder tout aux musulmans comme individus. Oui, absolument. Absolument. Il disait ça des Juifs. Mais vous, maintenant, vous pourriez dire ça des musulmans, sauf que les Juifs à l'époque n'étaient pas très nombreux. Et puis ensuite, il y a eu Napoléon qui est arrivé, qui avait une envergure, qui a pu imposer le Grand Sanhédrin, au Grand Sanhédrin de renoncer à une partie de ses préceptes pour s'inscrire dans le corps de la culture française. Mais aujourd'hui, le nombre fait que les musulmans peuvent très, très légitimement se dire qu'ils n'ont plus à se plier à des règles, ils ne sont à la limite plus des règles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce retour au sacré chez les musulmans, cette obsession de la religion, le fait que pour des gens déculturés qui ont quitté leur pays, qui ne sont plus dans une culture, qui arrivent dans un pays complètement américanisé, mondialisé, extrêmement matérialiste, ça ne crée pas chez certaines personnes, au contraire, un retour du sacré. Et on pourrait avoir la même chose chez les chrétiens, mais ce n'est pas le cas. Mais les musulmans peuvent... D'abord, les musulmans nous montrent ce que nous sommes devenus. Voilà. Et donc, ce que nous sommes devenus n'est pas très glorieux dans la mesure où ils nous montrent à travers... Et moi, je suis très impressionné par ça. À travers leur dévotion,
sincères, enfin je parle des musulmans sincères, ceux qui sont vraiment religieux et qui placent un idéal au-dessus des contingences de la vie commune, peuvent être d'abord un exemple aussi pour ceux qui veulent suivre dans leur dévotion, avec un autre Dieu ou leur Dieu, peu importe. Et puis surtout nous montre en effet que nous sommes nous-mêmes abîmés à ne pas vouloir comprendre quelle était la force d'une spiritualité. Moi je suis pas un catholique fervent, mais en tout cas je suis très attaché à ma culture catholique et en tout cas je suis attaché à une sorte de recherche spirituelle qui me nourrit bien davantage que les discours politiques que l'on peut entendre ou que les revendications des uns ou des autres. Donc oui, le musulman nous montre également, dans le fond, à quel point nous nous sommes oubliés et à quel point nous devrions retrouver, mais bon, c'est un véritable devoir, retrouver un peu d'élévation de pensée. Alors, on va parler un peu plus largement d'immigration, et on a l'impression, dans l'histoire d'immigration, que c'est plutôt un grand patronat de droite qui les a fait venir, en quelque sorte, pour avoir une main-d'œuvre pas chère, et que la gauche libertaire mondialiste s'est très bien accommodée de ça et leur a offert la sécu. On a presque l'impression donc que la droite les fait venir et la gauche leur permet de rester. Est-ce que... Et que finalement, d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'autrefois, ceux qui étaient les plus anti-immigration, c'était Georges Marchais qui brûlait des feuillets sur la quadra, aujourd'hui il n'y a plus aucune gauche qui est contre l'immigration. Mais l'immigration a été ensuite théorisée. Il y a eu ça, vous avez raison, le patronat a beaucoup alimenté l'immigration, etc. Et depuis, surtout, ça a été théorisé par cette société ouverte à la George Soros, cette mondialisation heureuse, qui a voulu que les nations, les peuples, les frontières, tout ceci était dépassé et que tout était remplaçable, aussi bien les peuples que les cultures, que les nations, que les religions. Un pays est un hôtel, disait. Et la pays est un hôtel. Et donc, vous avez eu ce sans-frontiérisme qui a fait que l'immigration n'était même plus un problème. L'immigration est une chance pour la France. Souvenez-vous qu'on a quand même fait annoncer ça à tout le monde pendant quelques années. Et Jacques Chirac, je me souviens des discours de Jacques Chirac qui terminaient quasiment tous ces arguments en disant que l'immigration était une chance pour la France. Alors l'immigration a été une chance pour la France au XIXe siècle, incontestablement. Elle a pu l'être et encore un peu à la marge aujourd'hui, mais maintenant l'immigration est une plaie pour la France. L'immigration de peuplement est une plaie pour la France, dans la mesure où cette immigration de peuplement amène une autre civilisation. Ce serait encore une civilisation semblable, comme ont pu l'être les arrivées de peuples venant d'Europe. Il n'y avait naturellement aucun problème, bien que même ceux-là ont eu des difficultés à s'intégrer. Les Italiens, souvenez-vous, à la fin du XIXe siècle, il y a eu à Aigues-Mortes notamment, il y a eu des violences contre les Italiens, il y a eu beaucoup de Polonais qui sont repartis également, etc. Donc, ou même des Portugais, etc. Donc, même pour un peuple européen, il est difficile de s'intégrer dans une société française avec ses mœurs, et donc pour un peuple venu d'Orient, naturellement, c'est très compliqué. Donc il y a eu cette folie de penser de croire que les peuples étaient remplaçables, indifféremment remplaçables, et que l'immigration était une chance. Mais c'est encore très prégnant. Le président de la République actuelle a signé il y a 3 ans le pacte de Marrakech, qui est un document de l'ONU qui demande à ce que les pays s'ouvrent encore à nouveau, alors que les réalités démontrent aujourd'hui que la folie de ces sociétés multiculturelles, qui sont maintenant des sociétés multiconflictuelles, vous avez cette idéologie mondialiste qui continue à nous faire croire que ceux qui refusent cette immigration sont des salauds. C'est ce que disait Régis Debray. Il disait avant sur les billets, il y avait des têtes, je ne sais pas, de Pascal ou d'autres. Maintenant, il y a des ponts, pour faire les liens entre les cultures, des ponts pour montrer que... Et même le pape s'en mêle, malheureusement. Rien n'est plus simple que d'avoir une culture un étalement des bons sentiments. C'est les démons du bien. Que vous portez comme en sautoir, mais bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on oublie ces vieux... Et qu'est-ce que vous dites à Dupond-Moretti qui avait dit, je crois, dans une émission, il avait dit, mais si on arrête l'immigration, qui sortira les enfants? Qui fera les poubelles? C'est imbécile, ça ne veut rien dire. Ce sont des propos convenus. Il suffit. Moi, encore une fois, je n'ai rien contre l'immigration, rien contre les immigrés, c'est pas du tout le problème. Et si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Mais il faut voir quelle est la fragilité aujourd'hui d'une nation. À moins que l'on décide que les nations, en effet, ni les peuples n'ont d'importance, et c'est effectivement le logiciel de tous ceux qui disent que tout ça va être amené à être balayé. Et le président de la République est dans cet objectif. Et si vous êtes comme
Un vieux réac peut l'être, ou un conservateur, en se disant que non, si vous voulez conserver la nature, conserver aussi et sa diversité, conserver aussi la diversité des peuples en respectant quand même un minimum leurs racines, leur originalité, en exigeant même une forme de xénophobie. Vous savez, Lévi-Strauss lui-même disait qu'une légère xénophobie n'était pas mauvaise dans la mesure où ça préservait des particularismes. Lui qui avait étudié les tribus et les originalités des peuples. Et donc, si vous voulez contribuer à une originalité d'un peuple, il faut vous protéger. Il faut même parfois construire des murs. Vous savez, le paradis dans son origine, le mot paradis dans son origine persane, ça veut dire un jardin clos de murs. Donc, si vous voulez vraiment préserver une sorte de paradis, bien qu'il soit bien abîmé aujourd'hui, il faut quand même construire un minimum de murs, et même des murs, et donc des frontières. Mais alors, il y a une chose assez triste aussi, on a l'impression que de l'identité française aujourd'hui, on n'a gardé que le folklore. Et le folklore, qui serait finalement une manifestation un peu presque mercantile, commerciale, matérialiste de l'identité, et alors c'est tout ce qu'on voyait au JT de Jean-Pierre Pardon, mais on a l'impression que c'est les seules choses qui restent de l'identité et que c'est loin de vivifier la tradition, elles en soulignent plutôt la mort. Moi, je respecte ces traditions-là. J'ai beaucoup de respect pour les ploucs. Je trouve que je suis... encore une fois, d'abord, je suis provincial, j'ai bien connu ces gens-là. Et alors peut-être est-ce que ce sont des traditions désuètes vues de Paris, mais d'abord, je ne pense pas qu'elles le soient. Et puis, cela révèle un attachement précisément à ce que sont les peuples à travers le culte de leur mort, à travers leurs histoires, leurs mémoires. Alors peut-être est-ce que ces traditions, ou ce journal de Pernod pouvait paraître comme étant dérisoire. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il était dérisoire. Et puis, la France est faite de petites choses dérisoires également. Dans le fond, il n'y a pas que des grands... Il y a beaucoup de choses ont été détruites. Et donc, le peu qui reste aujourd'hui, naturellement, c'est ce qui a été protégé par ce qu'on appelle la France périphérique, la classe moyenne. C'est-à-dire, en effet, ça peut être peut-être pas toujours de très bon goût non plus, mais au moins reste-t-il cette petite flamme qui permet peut-être d'espérer qu'à travers ces reliquats de culture française, ces reliquats d'identité française, on puisse retrouver quelque chose. Mais le désastre est tel aujourd'hui que vous n'avez pas, en tout cas dans les grands intellectuels, vous n'avez pas cette volonté, enfin où elle apparaît peu, moi je ne la vois pas souvent, puis qu'elle croûte un peu, cette volonté de renaître. Et moi, cette volonté de renaître, il faut bien qu'elle se fasse sur un terreau. Et le terreau, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais de mon point de vue, il est sur cette France de la classe moyenne, qui est prête à faire se régénérer ce qu'a pu être la France. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est parce que moi je ne suis pas allé très loin dans la sociologie, j'ai juste eu un cours de sociologie en première, et le premier truc qu'on apprend dans un cours de sociologie en première, c'est, on dit, vous savez, il y a les sociétés mécaniques, les sociétés organiques. C'est-à-dire les sociétés mécaniques sont plus des sociétés liquides, où il y a beaucoup de mouvements, où il n'y a pas une identité qui rassemble la société, qui sont des sociétés qui sont liées par des liens d'argent, de commerce. Et il y a des sociétés organiques, où au contraire, il y a une identité très forte qui lie la société, comme par exemple la Lozère est encore assez organique, c'est des petits villages, les gens sont unis par des traditions avec ça. Et on apprend que plus la société est mécanique, plus il va y avoir d'insécurité, parce qu'il y a des gens qui vont être dans des états d'anomie, c'est-à-dire des états où ils sont perdus, alors que les sociétés organiques, elles se surveillent, elles sont unies par une tradition, un truc, donc il n'y a quasiment pas d'insécurité. Et alors comment, alors que ça, c'est la leçon 1 que les élèves apprennent en sociologie, on peut dire encore que immigration et insécurité n'ont pas de lien. Ah ben là, on fait le procès de l'idéologie, mais enfin, encore une fois, on revient un petit peu à notre conversation initiale, c'est qu'en effet, l'idéologie a menti sur tout. Voilà. Et l'idéologie a fait que ce que j'ai appelé le dénégationnisme est devenu une posture officielle. C'est-à-dire que cette manière de vouloir nier à tout prix contre les évidences qui vous crèvent les yeux. Regardez par exemple cet épisode de Gérald Darmanin lors des violences attribuées au Stade de France à des supporters britanniques qui n'y étaient pour rien parce que le ministre ne voulait pas désigner les voyous de Seine-Saint-Denis qui, eux, avaient causé les vraies violences. Et donc il y a eu ce vrai mensonge officiel, ce mensonge soviétique qui d'ailleurs n'a pas tenu parce qu'on a bien vu que la force du réel était telle aujourd'hui que ces mensonges-là ne tiennent plus. C'est pour ça que nous vivons une période passionnante où aujourd'hui tous les faiseurs de menteries sont obligés d'évacuer la place sur un rail entouré de goudron et de plumes comme dans Lucky Luke, parce qu'ils ont trop menti et qu'ils ont abusé les gens. Et les gens aujourd'hui voient à travers les réseaux sociaux surtout, parce que la presse officielle encore édulcore et euphémise, mais que les réseaux sociaux, les scènes filmées par exemple, font beaucoup pour prendre conscience
de la violence extrême qui s'est installée. On feint de découvrir qu'elle s'installe maintenant parce que tout le monde filme tout. Dès qu'il y a une agression, elle est filmée. Mais en fait, cette violence-là, elle s'était installée depuis maintenant 10 ans, 20 ans. Vous savez, pardon de rappeler un souvenir, mais quand j'ai quitté Nantes, j'ai commencé à être journaliste dans la presse de province à Nantes, à Presse Océan. Je suis rentré en 76, je crois. Et j'en suis parti en 84. Je faisais les faits divers, notamment à Nantes. J'ai commencé comme ça à faire les chiens écrasés. Mais les faits divers, les chiens écrasés à Nantes, c'était ridicule. C'était rien. Il ne se passait rien. Il n'y avait pas de faits divers. Aujourd'hui, si vous avez vu, en 30 ans, Nantes est devenue une des villes les plus insécures, non seulement de France, mais d'Europe. Et je lisais qu'elle était plus insécure que Medellín, qui était la plaque tournante de laquelle. Donc, comment est-ce qu'en 30 ans, une ville aussi calme a pu à ce point être naufragée? Elle a été naufragée parce que les idéologues ont décidé d'en faire une ville d'expérimentation, d'une ville ouverte au monde, etc. Et on en voit le désastre. Mais d'ailleurs, la gauche veut nous faire croire que immigration et pauvreté sont liées, alors que toutes les études montrent pas du tout, puisque ces départements de Seine-Saint-Denis ont beaucoup d'aides, et par exemple ont des niveaux de vie beaucoup plus élevés que par exemple en Lozère, qui est le département le plus pauvre de France, qui a un chiffre d'insécurité quasiment de 0. C'est-à-dire il doit y avoir une agression dans Lozère tous les 10 ans. Il y a 0 insécurité. Et en Seine-Saint-Denis, a beaucoup plus d'aides, beaucoup plus d'argent investi que dans ces zones. Surtout, il y a une économie souterraine qui fait qu'ils ont encore davantage d'argent. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien malgré tout entre l'insécurité et la pauvreté. Il peut y en avoir. Mais en effet, pour moi, ce que nous vivons là, ce sont des chocs de culture, ce sont des chocs de civilisation. Quand j'ai écrit ce livre là sur la guerre civile qui vient, c'était justement pour alerter sur effectivement ces tensions urbaines, ces petites intifadas, ces guerres civiles sourdes, ces guérillas dans le fond, qui pouvaient laisser à penser que ça peut dégénérer. Alors ça dégénère de plus en plus. Dieu merci, nous ne sommes pas encore en guerre civile. Mais si l'armée demain débarque dans les cités, ce sera déjà des situations de guerre, et l'armée n'est pas loin de débarquer dans les cités. Et quand vous voyez que maintenant, très systématiquement, les forces de l'ordre, par exemple, sont prises pour cible et sont tirées à vue, parce que maintenant, ils tirent à vue, et à la Kalachnikov, encore dernièrement, il y a 2 jours, à Grenoble, vous êtes là dans des scènes qui ne sont plus des scènes simplement de faits divers, mais ce sont des scènes de phénomènes de société, presque de phénomènes politiques, de phénomènes d'une contre-société, qui veut s'affirmer, en tout cas qui refuse l'autorité du pays qui a accueilli au départ et qui devient un pays étranger. Quels sont les pays dans le monde qui ont une politique d'immigration que vous trouvez bonne? Le Japon peut-être, ou d'autres auxquels Alors, on pense je n'ai pas réfléchi à ça. En effet, le Japon semble avoir une politique assez drastique et qui semble le préserver. On l'a beaucoup critiqué en disant que le Japon allait se dégénérer lui-même, mais en fait, il ne semblerait pas. Non, au contraire, il se passe plutôt bien. Je ne vois pas d'exemple de pays qui se soient ouverts au multiculturalisme et qui s'en sortent bien. Alors, non, au contraire, je pense que les pays qui se préservent le plus, dans les pays africains, ils ont des violences interraciales peut-être, mais d'un autre ordre. Le Brésil, que l'on donnait comme exemple, ne me paraît pas très probant. Peut-être dans des petites communautés, il est possible qu'à l'île Maurice, là où cela se passe davantage, parce que le nombre s'équilibre, mais à partir du moment où vous avez de telles forces de population, comme en France aujourd'hui maintenant, où les musulmans se comptent par millions, enfin 10 millions, peut-être plus que ça, vous voyez bien que le basculement civilisationnel se fait. Et que d'ailleurs, peut-être est-il déjà trop tard dans le fond. Vous vous rappelez cette citation de Bossuet qui dit « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est très vrai ça. Et il y a des choses aussi assez étonnantes. Vous vous rappelez dans pas mal de vos livres le lien avec les 68. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours des conséquences de 68 ? Oui, c'est un peu le lieu commun de le dire, et sans doute est-ce vrai. Je me méfie toujours un petit peu de ces pensées évidentes. Là, mai 68, en effet, a été une révolution d'enfants gâtés, mais je vois que maintenant, les 68ards d'aujourd'hui sont les premiers alors peut-être est-ce qu'ils déplorent les causes dont ils ont chéri les effets, non, ils déplorent les effets dont ils ont chéri les causes, pardon. Mais je ne suis pas sûr que ce soit mai 68. Non, je pense que l'évolution vient de cette mondialisation qui a été imposée à un moment donné dans les années 80-90
des intérêts convergents, des intérêts financiers, des intérêts industriels, cette vision élitiste qu'ont pu avoir un certain nombre de dirigeants haut placés, de se dire que dans le fond, un gouvernement mondial qui déciderait pour pour les peuples imbéciles serait plus efficace. Je pense que c'est plus à rechercher là-dedans. Mais alors là, il faudrait faire des recherches plus élaborées sur quelle a été la matrice de cette grande révolution mondialiste. Je pense pas que mai n'est plus un symbole. Enfin, c'est pour ça que mai les gens aiment bien les 68 a symboles. été, oui, c'est ça. Mai 68, c'est Voilà. confortable à dire. Et Ouais, effectivement, on c'est peut facile, quand même dire que l'effondrement de l'éducation nationale doit beaucoup à mai 68. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres effondrements qui ne doivent. Et alors, ce qui est très lié à cette immigration, c'est le développement de l'humanitaire. On a l'impression, ça c'est terrible dans l'humanitaire, c'est-à-dire les gens se donnent bonne conscience finalement, et on a l'impression que c'est une maison qui est en train de s'effondrer et que les gens qui font de l'humanitaire proposent de juste repeindre un mur quand il faut reprendre aux fondations de la maison. Et est-ce que ça va pas de pair finalement avec ceux qui font de l'humanitaire en Afrique, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes qui par des grandes sociétés vont paupériser l'Afrique et vont exploiter l'Afrique, les mêmes qui veulent imposer les droits de l'homme partout dans le monde et provoquent des révolutions en détruisant les systèmes qui étaient bien installés dans les pays. Est-ce qu'il n'y a pas de grand danger de l'humanitaire Bah, l'humanitaire, c'est très bien. On va pas dire qu'il ne faut pas être, il faut être humain. Voilà, il faut être humain, sûrement. Mais dans cet effondrement des grandes religions, elles ont été substituées, la nature ayant horreur du vide, par d'autres religions, et singulièrement la religion des droits de l'homme, la religion humanitariste, et cette nouvelle religion devant laquelle nous devons nous incliner, et devant laquelle je ne veux pas m'incliner, parce que, on en a parlé tout à l'heure, tous ces effets pervers s'observent maintenant à l'œil nu, c'est-à-dire que c'est au nom de cette religion des droits de l'homme qu'une partie, une large partie de l'Occident s'est amendé de ce qu'il était lui-même afin de s'ouvrir à l'autre d'une manière exagérée, alors que l'autre, lui, c'est-à-dire celui qui s'invite au nom des droits de l'homme dans l'Occident, n'entend pas du tout partager ces mêmes droits de l'homme. Les droits de l'homme occidentaux ne sont pas du tout les droits de l'homme islamiques. Et les droits de l'homme islamiques se préservent bien davantage, en effet, de cette tyrannie des bons sentiments qui a amené à la tyrannie des minorités. En fait, la tyrannie des minorités que nous vivons aujourd'hui et qui fait en sorte que la cohésion nationale s'est très largement ébranlée, a été cautionnée par cette nouvelle religion des droits de l'homme, cette nouvelle religion humanitaire, cette nouvelle religion de l'antiracisme, enfin ces nouvelles religions successives. Et on pourrait également parler peut-être de la religion, de la nouvelle religion écologiste ou de la nouvelle religion néo-féministe. Enfin, toutes ces idéologies qui se sont perverties en croyant. Attali disait qu'il fait toujours des prédictions et disait qu'il y aurait un jour un double vert, c'est une alliance des islamistes avec les écologistes radicaux. C'est fait. C'est fait, oui. D'ailleurs, c'est vrai, oui, ça a été fait. Oui. C'est fait, bien sûr. Les islamistes radicaux veulent absolument abattre l'Occident perverti, et les Verts radicaux veulent également abattre l'Occident perverti pour d'autres raisons, parce que pour eux, les Verts écologistes pensent que le réchauffement climatique est dû simplement aux sociétés industrielles et à l'Occident qui a multiplié ces industries. Et il y a une convergence de points de vue entre ces Verts-là et ces autres Verts. Donc les Verts se rassemblent. Alors, je voulais qu'on parle un tout petit peu des lois qui restreignent la liberté d'expression, les lois Pleven, Guesso, Taubira, Lelouch. Et on a l'impression que c'est souvent dans l'interdit que l'abject prospère, un peu comme ces familles bourgeoises où il y a des secrets de famille terribles dont on ne parle pas, alors que c'est au contraire dans le débat, dans la discussion, la disputation, que l'intelligence prospère. Et finalement, on juge non plus des crimes au tribunal, on juge des péchés. On ne juge pas un délit, mais une dissidence. D'où ça vient cette volonté de judiciariser complètement tout débat public, de faire des procès pour incitation à la haine tout le temps? Encore une fois, c'est toujours le même sujet de cette chape de plomb qui a été installée depuis maintenant 40 ans, que l'on peut appeler maintenant le politiquement correct, parce que tout ça peut se résumer à cela, c'est-à-dire à ce conformisme médiatique, ce politiquement correct, cette pensée obligée, cette pensée officielle, cette pensée unique, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez créé au cœur même d'une démocratie, prétendument exemplaire comme aurait dû l'être la démocratie française, vous créez des dissidents, et vous créez des pensées interdites, et vous créez en effet des obligations de dire, et vous pouvez être poursuivi, et en tant que journaliste... Vous avez déjà été poursuivi? J'ai été poursuivi par un mouvement islamiste, le CCIF, parce que j'avais émis en effet une critique et au nom de l'islamophobie,
j'avais été mis en examen, ce sont des procédures automatiques que j'avais gagnées, mais enfin, les procédures d'intimidation sont telles que cela peut effectivement décourager des journalistes à émettre des critiques, parce que vous devez prendre un avocat, vous allez au tribunal correctionnel, ils ont beaucoup d'argent, ils vont en cour d'appel, ils vont en cassation, etc. Donc là, Dieu merci, c'était une réflexion que j'avais faite à RTL, donc c'est RTL qui avait pris les frais de justice, mais quand ça vous tombe dessus, ça vous coûte un fric fou. Donc vous pouvez à la limite, à la fin, vous dire je ne dirai plus rien. Donc il y a ces procédures d'intimidation-là, mais au-delà de ça, vous avez tout l'arsenal, en effet, judiciaire que vous avez cité, des lois dites mémorielles qui, au prétexte, en effet, de préserver une mémoire, vous empêchent également de dire des choses, et l'antiracisme, de ce point de vue-là, prend le moindre prétexte maintenant pour effectivement demander des comptes. Et Éric Zemmour en a fait les frais plus que largement, même s'il a souvent gagné en dernière instance. Ouais. Mais malgré tout, et en effet, là, moi, mon combat, outre le combat de vouloir se revendiquer comme étant français, mon combat est de vouloir se revendiquer comme étant libre et de pouvoir dire très, très librement et sans entrave ce que l'on voit, tout simplement ce que l'on voit, sans outrance. J'ai horreur de l'outrance, j'ai horreur de l'insulte, j'ai horreur de vouloir blesser, mais simplement je veux qu'on me laisse la liberté de simplement décrire ce que je vois. Je veux être un photographe honnête de ma société. Et ce n'est pas toujours simple. Je ne me plains pas de ne pas pouvoir rien dire, mais enfin, malgré tout, je suis parfois encore obligé de tourner 3 fois ma langue dans la bouche. Oui, on a l'impression aussi que ça partit d'un même mouvement, une sorte de puritanisme anglo-saxon qui veut faire des êtres humains sous cellophane. C'est-à-dire des êtres humains qui ne vont plus fumer, qui ne vont plus boire, qui ne vont plus manger ou manger vegan, qui ne vont plus prendre le volant, qui ne vont plus bronzer parce que c'est jamais comme ça, et même qui ne vont plus rire, parce qu'il y a une haine terrible aujourd'hui de l'humour, je trouve. D'ailleurs, on ne rit toujours qu'avec le malheur. Le rire est cathartique. On rit avec ce qui est triste. On rit avec le malheur. Le bonheur fait pleurer. Quand on voit un couple s'embrasser au cinéma, on va pleurer, on va pas rire. Donc, et aujourd'hui, on n'accepte plus qu'on fasse de l'humour sur certains sujets qui sont pourtant les sujets les plus cathartiques, quoi. Oui, mais parce qu'on a infantilisé maintenant. D'ailleurs, il y aurait une analyse à faire de la politique d'infantilisation des citoyens à travers tous les mots d'ordre saugrenus et complètement idiots qui nous sont servis. Hier, c'était contre le Covid, et maintenant, sur la crise énergétique, où on vous demande, alors, je ne sais plus quel est le slogan à 3 mots qu'ils ont sorti encore aujourd'hui. Mais donc, en effet, vous avez cette sorte d'hébétude qui a envahi l'opinion, qui a envahi la société, vient d'une certaine manière de la dépolitisation des grands enjeux. Je pense que c'est une politique très perverse qui est un petit peu celle qui a été instillée par les mondialistes, de dire que dans le fond, tout était géré aujourd'hui par la technique, par la technocratie, et que la politique n'avait plus n'avait plus lieu d'être, en tout cas dans la défense de ses fondamentaux. Et je pense que nous vivons ceci à travers des petites infantilisations successives qui vous font dire que vous devez aller vous moucher quand vous devez éteindre quand vous quittez la place. Mais non, c'est ça. Vous devez dire, on vous raconte des banalités, et je pense que cela devient très déprimant, et cela accentue en effet. Outre le sentiment très, très désagréable que nous vivons, une période de désastre qui quand même est très inquiétante, il y a quand même aussi cette politique d'infantilisation et cette fabrique de la peur qui est instillée également par ce pouvoir si faible aujourd'hui qui est celui du pouvoir en place, et qui n'arrive à se consolider qu'en faisant peur du populisme d'un côté, peur du réchauffement climatique, peur du Covid, peur de Poutine, peur de ceci, peur de cela. Donc à la fin, vous n'avez plus vraiment envie de rien. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une infantilisation et en même temps, il y a un rejet de l'éducation. C'est-à-dire, plusieurs niveaux. Déjà, quand les enfants sont enfants, normalement, les enfants sont très créatifs, s'inventent des jeux, etc. Et développent leur imaginaire qu'ils utiliseront après dans leur vie ensuite. Et aujourd'hui, ces enfants, on les met devant des tablettes. Et on refuse à l'école la verticalité, on refuse la méthode syllabique, on veut la méthode globale. On refuse que le professeur fasse son cours. On dit que l'enfant doit construire le même son cours. Alors qu'un enfant de 8 ans va construire un cours, c'est génial. On refuse le par cœur. Alors que par cœur, c'est ce qui développe l'esprit, c'est ce qui permet d'apprendre. Non, il faut que l'enfant se réapproprie le truc. C'est assez terrible, ça. Je crois que nous vivons, parmi les grandes faillites idéologiques, nous vivons la faillite du pédagogisme. Ouais. Ça a été écrit bien avant moi, et bien mieux que je n'ai pu le faire. J'avais fait également un petit livre là-dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous vivons en direct la faillite de l'éducation nationale. Et moi, mon pari est que les écoles, les nouvelles écoles, seront des écoles qui seront suscitées par des initiatives privées, par nous-mêmes. Je pense que s'il y a une urgence
à laquelle s'attacher, c'est à vouloir pallier les grands manques, les terribles manques de l'école officielle, de l'école de la République, qui ne produit maintenant plus que des déculturés. Et que s'il y a des initiatives à prendre, elles sont à prendre dans des collectifs, pour faire des écoles alternatives, mais qui soient des écoles de transmission de la culture. Et tout reste à faire. Ah oui, il y a un point où je n'étais pas très d'accord avec vous, c'est vous parlez d'Entre les murs, le film de Bégodeau, et vous dites que... Je m'en souviens plus vraiment. Ah oui, alors c'était Bégodeau, François Bégodeau, qui avait la Palme d'Or. Je vois très bien, ouais. Et j'avais trouvé le film relativement lucide, et d'ailleurs qui décrivait le règle de façon assez clinique, c'est-à-dire on voyait les ravages de l'immigration, les gens qui parlaient français, pas français. D'ailleurs j'en avais parlé à Bégodeau, et il m'avait dit mais je n'assume pas du tout ce film. Non, je me souviens parce que je trouvais qu'il avait une réflexion dans ce film, pour le temps que je m'en souvienne, où il lui-même partageait cette culpabilité à être français. Ah peut-être, oui. Et il disait mais non, mais c'est vrai que je ne l'ai plus. Là, du coup, je l'ai plus en tête là, parce que là, vous êtes dur parce que vous me faites souvenir d'un bouquin d'il y a 10 ans. Mais il était dans cette démarche culpabilisante et j'avais trouvé ça tout à fait déplacé. Oui, en effet. Mais d'ailleurs, mais c'est vrai il était relativement pro-méritocratie, relativement lucide. Bon, peut-être. Maintenant, il passerait presque pour un alors film alors peut-être est-il devenu réac. Dans ce cas-là, bienvenue au club. Il y a une chose qui est assez intéressante. Je veux qu'on parle. On va finir sur ça, sur les élections qui ont eu lieu et votre analyse. Et sur notamment la différence entre Zemmour et Marine Le Pen. Alors, j'avais juste une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un peu Zemmour le pays légal et Marine Le Pen le pays réel, sans aucun jugement de valeur? C'est-à-dire que Zemmour, finalement, venait quand même des journaux, était beaucoup plus... La plupart des éditorialistes réactionnaires ont plutôt soutenu Zemmour. Enfin, j'ai eu l'impression. Les CNews avaient mis Zemmour. D'ailleurs, Zemmour a fait des grands meetings avec des stars comme De Villeparisis, Maréchal, alors que Marine Le Pen, il n'y a pas eu d'éditorialiste qui l'a soutenue, elle n'a pas fait de meeting, elle n'a pas eu d'intellectuel qui soutenait. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, bien sûr, il y a eu une rupture de classe. Hein, et en effet, vous avez l'électorat de Zemmour était un électorat plutôt urbain, plutôt aisé, tandis que l'électorat de Marine Le Pen était l'électorat de la France périphérique, de la France rurale. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, avec un socle commun malgré tout, qui est de penser la même chose sur des grands sujets régaliens, la perte d'autorité, l'abandon du peuple, l'absence de perspective, l'immigration, l'islam, enfin tout ça, c'était quand même des sujets concordants qui auraient pu faire que ces deux personnes se rapprochent. Et moi, si j'ai un reproche à faire à Éric Zemmour, c'est que je l'ai soutenu quand il a appuyé l'union des droites, mais il ne pouvait pas en même temps appuyer l'union des droites et être aussi méprisant pour Marine Le Pen, parce qu'en étant aussi méprisant pour Marine Le Pen, il était méprisant pour toute cette classe ordinaire, cette classe moyenne qui était derrière elle. Et il a montré de ce point de vue-là, je crois, sa posture trop élitiste qui ne correspondait pas. Donc il y a eu une contradiction, dans le fond, dans sa position. Oui, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait que les Français ont envie un peu de grands fauves politiques, de grands tribuns, Et Zemmour était peut-être trop, j'allais dire presque trop intelligent, trop précis, trop intellectuel, trop pas assez, trop dans la réflexion. D'ailleurs, il a fait une campagne très intello où il parlait de philosophes, etc. Marine Le Pen a parlé de ses chats. Oui. Sans doute. Peut-être a-t-il manqué d'empathie. C'est-à-dire que peut-être a-t-il révélé une partie de son caractère à ce moment-là. C'est-à-dire que faire de la politique, il faut vraiment aimer les gens, faut aller les voir, etc. Et peut-être n'a-t-il pas bien compris toute une partie d'une France qu'il ne connaît pas. Lui, c'est un homme des villes. C'est un homme des villes, c'est pas un homme des champs. Et encore, mais les hommes des champs sont encore majoritaires. La France périphérique, c'est 60% de la population française, selon Christophe Guilluy, le géographe. Et donc, c'est à cette France-là qu'il faut s'adresser prioritairement. Alors, certes, il l'a fait, mais peut-être l'a-t-il fait d'une manière peut-être trop maladroite parfois. Il est possible, il faudrait étudier ça davantage, mais je crois que alors certes, il a été très brillant, il a suscité même un espoir, et d'ailleurs, il a contribué beaucoup à casser le discours en remplaçant les grands thèmes qui étaient des thèmes interdits, comme le grand remplacement, etc. On ne reviendra pas là-dessus. Et il a montré effectivement que ces réalités pouvaient être nommées, même avec sa proposition de nommer maintenant en termes de francocide les meurtres qui sont causés
par des populations d'origine immigrée à des Européens, c'est-à-dire qu'avec une sorte de racisme induit. Donc il a fait œuvre utile, mais sans doute, en effet, il y a-t-il eu une sorte de faiblesse de sa part à ne pas comprendre quel était le tréfonds de la détresse humaine. Ouais, il paraît que Zaragnafo lui avait dit, quand la guerre était déclarée en Ukraine, il a dit c'est mort. Parce qu'en temps de guerre, les Français redeviennent légitimistes. Et la guerre en Ukraine n'a pas arrangé les choses. Mais Voilà, en c'est même ça. temps, vous remarquerez que la guerre en Ukraine n'a pas non plus défavorisé Marine Le Pen. Donc Ouais, c'est pas, ça peut se discuter des deux côtés. Écoutez, Yvan Ruffol, pour finir, vous dites dans votre livre que vous êtes un corsaire parce que les corsaires sont au service du roi, tandis que le pirate est au service de lui-même. Ben, je suis corsaire parce que je suis un descendant de corsaire, Voilà. surtout. Et donc j'ai appris ça. Vous savez, mon premier livre, quand j'étais jeune, c'était un livre de Macorlan qui s'appelait L'encre de miséricorde. Et j'ai toujours été fasciné par les corsaires. Et puis un jour, ma famille est de Saint-Malo, enfin de ma grand-mère. Et un jour, dans ma famille, quelqu'un a fait des relevés généalogiques et on s'est rendu compte que nous étions nous-mêmes descendants de corsaires. Et je suis, donc, à ce titre-là, je fais partie de l'association des descendants de capitaines corsaires de Saint-Malo. Et donc, je me flatte d'autant plus maintenant d'être un corsaire que je peux revendiquer le titre. Yvan Ruffol, merci beaucoup à tous, salut et fraternité.